Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Reaction Shot, les vidéos que je sors pour revenir sur des choses que j'ai dit dans des vlogs ou dans d'autres vidéos que j'ai sorties récemment, sur lesquelles j'ai pu me tromper, mais aussi où j'ai pu simplement mal m'expliquer et essayer de revenir sur certains points. Et j'avais envie d'en faire un nouveau cette semaine, au lieu d'aller voir une des nouveautés en salle, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui m'intéressent pas énormément. Il y a un film qui s'appelle Vesper Chronicle qui est sorti. Je sens à 2000 km le film qui se passe à 98% dans une forêt et le reste avec 2-3 décors construits qui sont un petit peu sympas, des effets spéciaux un peu cool. Ça m'inspire pas du tout, j'ai pas confiance, si vous voulez. Je vois ce truc, j'ai pas confiance. Donc, j'ai pas eu envie d'y aller. Et je me demandais peut-être si j'allais rattraper Bullet Train cette semaine. Mais honnêtement, ça m'attire pas tant que ça. David Leitch, manifestement, c'est pas le talent de Chad Stahelski. Ils ont tous les deux créé leur boîte de production pour faire des films plus axés sur les chorégraphies et cascades. Et clairement, il y en a un qui a le talent et l'autre qui a peut-être plus le côté business. Mais les films de David Leitch, ils sont pas extrêmement marquants généralement. Même Atomic Blonde, par exemple, c'était un film il y avait beaucoup de points sympas, souvent des trucs qui revenaient dans John Wick, mais qui m'avaient pas spécialement intéressé. Donc du coup, bon, j'étais pas super branché et je me suis dit. Ma vidéo sur Nope, c'était une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo où j'ai eu ce problème qui m'est arrivé assez rarement dans l'histoire de la chaîne, mais qui m'arrive de temps en temps. C'est le faux éclair de génie, en fait. C'est avant de faire la vidéo, souvent j'ai envie de dire quelque chose. J'aime pas faire une vidéo en disant j'ai rien compris, parce qu'en plus souvent on se fout de ma gueule avec ce genre de trucs. Alors que je trouve que c'est au contraire une preuve d'intelligence et d'un côté assez humble de pouvoir dire non, j'ai pas compris. Et de s'émerveiller devant un truc qu'on n'a pas compris. Mais très souvent on se fout de ma gueule avec ce genre de truc. Donc je préfère avoir généralement un avis assez tranché, une explication assez claire, même si j'en suis pas sûr à 200%, je vais essayer au moins de donner ce que j'ai en tête. Et j'ai eu un problème que j'ai de temps en temps, c'est ce faux écart de génie, c'est que j'ai été persuadé d'avoir compris un truc avant de tourner le vlog. Même en tournant le vlog presque, et un peu après l'avoir tourné, je me suis dit, je suis quand même pas très sûr, j'aurais peut-être pas dû dire à ce point-là que j'étais sûr. Et c'est pour ça que le vlog est à ce point séparé, il y a une partie qui est très technique au début, et qui est plus pour dire j'ai trouvé que le film était génial en lui-même. Même le message au début, il y a des gens qui ont mal compris le message en disant genre je dis que Nope est un film où il faut poser son cerveau. Non, c'est pas du tout le problème, je dis pas que Nope est un film où il faut poser son cerveau, je dis que si tu te mets à essayer d'interpréter le truc, tu risques à un certain moment de te trouver un peu frustré, parce que, et j'en suis toujours persuadé maintenant, il fait trop de références à droite à gauche à 36 000 trucs, et c'est très compliqué de comprendre c'est quoi ton sujet central et c'est quoi tes appendices. Et les extensions de ton idée principale ou des choses que tu abordes à côté en fait. Donc j'essayais absolument pas de dire qu'il fallait poser son cerveau, je disais qu'au contraire, si tu le regardais un peu trop avec ton cerveau, ça pouvait être un peu trop te prendre la tête, et du coup tu pouvais un peu sortir du film. Et qu'il valait peut-être mieux le voir une première fois, juste pour l'apprécier, et peut-être une deuxième fois pour l'analyser, quoi. Pour l'instant, je l'ai pas encore pu le voir une deuxième fois, mais j'ai eu pas mal de vos retours sous les commentaires, qui ont un peu le même défaut que le mien, c'est-à-dire que vous êtes tous persuadés d'avoir compris le film, sauf que vous avez tous une version différente de ce que veut dire le film, avec des gros points communs dans certains trucs, mais généralement des versions assez différentes, mais qui paraissent toutes à peu près plausibles, qui sont pas forcément mutuellement excluantes, je sais pas si ça se dit, qui ne s'excluent pas forcément les unes les autres, mais qui s'assemblent pas forcément les unes avec les autres non plus, ou alors bizarrement. Donc j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus. Parlons donc maintenant de Nope et de différentes autres théories que j'ai pu voir arriver, puisque donc moi j'étais parti sur le truc, en fait ça parle, au lieu d'aller chercher des kilomètres une interprétation, prenons ce que nous dit directement le film, quoi. On voit des animaux qui sont pas forcément très bien traités dans le milieu du cinéma, et on voit un animal qui évoque le cinéma et que on doit apprendre à traiter correctement. Donc tu te dis qu'il y a un truc par rapport à la maltraitance des animaux sur un plateau, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Enfin, pour moi, c'était l'idée la plus claire, parce qu'en fait, c'est le seul truc que je voyais qui pouvait tout réunir sous un seul drapeau, en fait. Et c'est un peu ça qui est souvent compliqué avec l'analyse, c'est qu'il faut non seulement voir tous les détails qui sont à repérer, mais ensuite il faut que tu arrives à tous les réunir en même temps et te dire mais alors en fait comment ça se range. C'est un peu un gigantesque puzzle à réassembler ensuite. Et c'est très compliqué parfois d'essayer de comprendre quelle est l'idée principale et ensuite où s'étend le reste de l'histoire. Qu'est-ce qui est une métaphore centrale au scénario et qu'est-ce qui est une métaphore plus générale? Qu'est-ce qui peut être une blague par exemple? Il y a beaucoup de gens qui ont un problème, enfin qui ont bloqué sur cette image de la chaussure qui ne tombe pas, qui d'ailleurs en train de dire plus ou moins culte parce que justement tout le monde se prend la tête sur ce truc-là. Et en fait, je pense que vous prenez la tête pour rien parce que c'est juste une façon imagée, une mise en image d'une phrase très imagée. Quand en anglais, on attend que quelque chose te tombe sur la gueule, quand quelque chose de mauvais va arriver, que t'attends au détour d'un couloir que le zombie arrive, quand t'attends de te faire licencier par ton patron, quand t'attends qu'un truc mauvais te tombe sur la gueule, on a le principe de l'épée de Damoclès par exemple, nous en France, et eux ils ont une expression qui est waiting for the shoe to drop, qui veut dire attendre que la chaussure tombe. C'est une blague sur ça en fait, je pense. Il est en plein milieu d'un massacre, le gamin, et il est en train d'attendre que la chaussure tombe, au sens métaphorique
en attendant que le singe le repère et se mette à le massacrer lui parce qu'il a massacré tous les autres, et donc il se dit que ça va tomber sur lui. Et au sens propre, avec, il y a une chaussure qui est tombée très bizarrement sur le plateau et qui, du coup, est en train d'accaparer son attention parce que c'est le truc absurde, quoi, qu'il utilise pour se sortir de tout le massacre environnant. Et comme l'ont remarqué plusieurs personnes, c'est ce qu'il sauve, du coup, le fait d'avoir attendu que la chaussure tombe. Donc, du coup, c'est ce genre de truc. Est-ce que ça, faut le prendre juste comme une métaphore sur un truc précis, on fait juste une blague sur une phrase? Ou est-ce qu'il faut intégrer ça, par exemple, au contexte général de l'histoire? Et à ce moment-là, comment est-ce que tu intègres dans cette histoire de spectacle, d'animaux et de machin, une chaussure qui tombe pas? C'est ça qui est très compliqué, en fait. Et c'est ça qui rend ce film très complexe à comprendre, à mon sens. C'est que vraiment, le message central est pas clair. Il y a des personnes qui sont venues donc proposer plusieurs choses. Il y en a un qui m'a proposé un truc qui était assez intéressant. C'était, il estimait que Jordan Peele évoquait les rapports de domination en général. Get Out, c'était la domination ethnique. Us, c'était la domination économique. C'est encore une fois cette interprétation avec laquelle j'ai du mal, et sans doute pour ça que j'ai toujours du mal à cerner le film, mais c'était du coup un rapport de domination économique, les riches contre les pauvres, etc. Et là, du coup, il était sur, ce serait les rapports de domination dans le milieu du spectacle. Et ça, du coup, c'est une idée qui est assez intéressante et qui pourrait s'intégrer au discours global orienté pour les Afro-Américains de Jordan Peele, qui notamment, par exemple, a dit qu'il ferait jamais de film avec un premier rôle blanc parce que lui, il voulait faire la promotion de la communauté afro-américaine et donc il mettrait que des Afro-Américains dans les rôles principaux. Et donc, cette notion de domination, etc., ça pourrait s'adapter à une certaine exploitation des Afro-Américains. Je vous dis encore une fois, dans le milieu du cinéma, qu'on n'arrête pas de dire qu'ils en sont exclus, justement, qu'ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Je trouve que c'est ultra opposé. Comme j'avais dit dans mon vlog d'ailleurs, on pourrait voir dans la notion d'exploitation, par exemple des animaux avec les singes, les chevaux, etc., une notion d'exploitation des Afro-Américains, par exemple, qui seraient traités comme des bêtes de somme dans la société en général. On pourrait même voir dans ce film aussi une déclaration de naissance d'une nouvelle forme de blaxploitation. Quelque part, justement, avec ces choix, par exemple, de casting très engagés que fait Jordan Peele, on pourrait dire qu'il est l'arrivée d'une nouvelle forme de blaxploitation qui essaye, du coup, d'utiliser à son avantage les ressources de la communauté afro-américaine et ce qu'elle peut indiquer, par exemple, soit métaphoriquement, par exemple, dans un film, ou des trucs dans ce genre-là, quoi. Donc, il y a une notion, par exemple, comme ça, qui est plutôt intéressante. Mais tu peux pas forcément tout faire rentrer dedans. Par exemple, toutes les références divines, la citation de la Bible au début, qui donc vient bien de la Bible, c'est qu'en fait, effectivement, la Bible, il y a plusieurs bouquins, et il y a certains bouquins qui ont des noms un peu accouchés dehors. Comme quoi ils sont pas tous sur le calendrier. Donc du coup, voilà, c'est vrai que j'ai pas reconnu la référence, mais c'est vrai que du coup tu te dis pourquoi la référence biblique, pourquoi le personnage qui s'appelle Angel. Pareil, Angel, est-ce que c'est comme la Waiting for the Shoe to Drop? Est-ce que c'est juste parce que c'est un mec qui les aide et qui les protège, enfin qui veille sur le truc avec son système de vidéosurveillance, littéralement? Ça peut être plein de trucs, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui est important? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion de foi qui est importante là-dedans, quoi. Oh, c'est pas un miracle. On peut peut-être le mettre dans une question de domination, parce que t'as la puissance de la religion, par exemple. Mais par rapport spécifiquement à la communauté afro-américaine, c'est compliqué de le mélanger dans le truc. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont un petit peu compliquées pour certaines interprétations. Moi, du coup, j'étais resté sur l'exploitation animale, parce que ça inclut l'histoire du singe, l'histoire de Gordy, ça inclut l'histoire des chevaux, ça inclut ce qui arrive au personnage qui s'est fait bouffer les lèvres, parce que donc elle s'est fait bouffer les lèvres par un animal mal entraîné, etc., etc. Ça inclut également Oprah Winfrey, parce que j'avais dit qu'il y a plein de références à Oprah Winfrey, et je comprenais pas pourquoi il y avait autant de références à Oprah Winfrey, c'est-à-dire qu'elle était plus si présente que ça à la télévision à l'heure actuelle. Mais en fait, justement, c'est ça qui m'a fait, en bonne partie, ça qui m'a fait partir dessus, c'est que cette personne avec les lèvres qui a été bouffée, c'est une référence à une vraie histoire qui a eu lieu très récemment. En fait, ça n'a pas eu lieu dans les années 90, ça a eu lieu en 2009. C'était un couple qui avait récupéré un singe et un jour le singe a bouffé le visage d'une de leurs amies, il est devenu complètement dingue. Et cette personne qui s'est fait bouffer véritablement le visage par ce véritable singe en 2009 et quelques, qui est-ce qui en a fait l'interview à la télévision? C'est marrant parce que je disais justement, elle revient de temps en temps pour faire une interview de certaines personnes un peu connues, un peu événementielles, des trucs dans ce genre-là. Et bah c'est Oprah qui a fait l'interview de cette personne qui s'est fait bouffer les lèvres sur le truc. Et du coup c'est pour ça que moi quand j'ai vu ce truc-là, je me suis fait ah bon, donc en plus la meuf avec les lèvres bouffées s'est fait interroger par Oprah. Donc oui, clairement le message c'est sur l'exploitation animale. Enfin pour moi c'était une évidence quoi. Mais c'est vrai que tu peux partir dans d'autres domaines, notamment parce qu'il y a un des éléments centraux du coup du film qui est le spectacle. Et le spectacle, tu peux le prendre dans beaucoup de sens différents, et il y a deux façons principales de le prendre
qui sont pas forcément compatibles l'une avec l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un film sur les métiers invisibles du cinéma. Et ça, c'est une théorie que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes intégrées à la mise en scène pour le dire. Ne serait-ce que par exemple le fait que quand ils font leur introduction, les frères, la fratrie Haywood, quand le frère et la sœur font leur présentation devant le plateau de cinéma, ils sont devant un fond vert. Et elle, Keke Palmer, son personnage, elle est habillée avec un pull, en poil d'ailleurs, qui fait un petit peu animal justement, mais avec un pull en poil qui est de couleur verte. Donc elle se fond dans le fond vert qui est derrière. Et donc du coup, tu peux te dire, c'est vrai qu'il y a une notion d'invisibilisation, de cache-cache, qui traîne pendant absolument tout le film, avec le vaisseau notamment qui se cache derrière les nuages, avec les gamins qui vont se cacher dans j'ai The Barn du coup en tête et je sais plus la traduction française. La ferme, la grange, voilà. Donc il y a les gamins dans la grange qui viennent chercher, etc. Et donc il y a pas mal de notions de se cacher ou de cacher son regard, par exemple, des trucs dans ce genre-là. Donc une notion de cache-cache, d'invisibilisation. Et c'est vrai qu'on nous présente des personnes qui sont dans les petits métiers du cinéma, qui sont les entraîneurs de chevaux par exemple. On a un directeur de la photo donc qui est joué par un second couteau. Ça aussi c'est un truc qui est intéressant. T'as une sensation générale de second couteau, de cinéma bis dans ce film. Un des rares films qu'on évoque sur lesquels ils ont tourné, ils ont pu faire entraîner les chevaux, c'était Le Roi Scorpion, je crois, dans ce genre-là, et je crois que même ça, ils l'ont pas eu. Et justement, ce directeur de la photographie, il est joué par Michael Wincott, qui est un second couteau ultra connu du cinéma, que moi notamment je connais parce qu'il a joué dans Alien Resurrection, le 4e. T'as l'impression qu'on te parle des bas-fonds, des choses cachées et obscures du cinéma en fait presque. Les entraîneurs d'animaux, le chef-op, elle est une actrice de second rôle, on pourrait dire, une silhouette, parce qu'elle essaye d'avoir une carrière d'actrice, mais manifestement elle fait pas grand-chose non plus. Donc ça fait un peu, c'est de la figuration quoi. Elle ferait de la figuration plutôt on pourrait dire dans les films. C'est une actrice qui essaye de se faire connaître un petit peu, mais au début tu commences avec de la figuration, on va pas immédiatement te mettre au centre de la caméra. Le Angel, quelque part, c'est l'assistant caméra, l'assistant caméra, c'est le gars qui va à chaque fin de tournage récupérer tous les disques durs qui sont dans les caméras pour dumper tous les fichiers de tournage sur le gros disque dur sur lequel on stocke toutes les données du tournage. Le mec, c'est l'expert numérique qui réunit les images de plein de caméras en même temps, avec plusieurs angles, etc., etc. Donc clairement là aussi il y a une grosse allusion au cinéma. Le gamin donc le personnage qui était joué par qui adulte est joué par Steven Yeun et qui gamin bossait dans une sitcom et était acteur, qui essaye plus ou moins de vivoter par rapport à son truc. Donc c'est le côté l'ancienne star, le has-been qui essaye encore de revenir. Donc toujours un côté spectacle et puis partie un peu invisibilisée du truc. Pareil aussi dans les salles cachées justement avec ce personnage, il a donc sa pièce cachée dans laquelle il y a tout le truc par rapport à Gordy, qui est encore une fois une notion d'invisibilisation quoi, de choses un peu cachées, et en même temps il en fait la promotion avec son ranch, mais le ranch a pas de rapport avec la série en fait. La série c'était une sitcom soap très basique avec un chimpanzé. Lui il est arrivé, il a fait un petit village de western. C'est pas comme s'il exploitait véritablement son passé pour faire son nouveau truc quoi. Donc c'est plus ouais le has-been véritablement quoi, qui essaye de revenir, et c'est un peu ce qui lui joue des tours justement dans le truc. Et puis justement ce passage de Gordy, j'avais noté le singe Gordy est en image de synthèse, et du coup il y a quelque chose qui est assez rigolo parce que le truc c'est que les effets spéciaux, le principe c'est qu'il faut pas qu'on les voit. Si tu vois un effet spécial, c'est qu'il est raté. Et donc dans cette notion que l'animal s'énerve quand tu le remarques, quand tu regardes dans les yeux, quand tu le vois, il y a quelque chose qui est intéressant aussi quoi dans cette idée-là, qui est aussi allié au fait que au truc de l'OVNI quoi, qui lui-même est en effets spéciaux, qui est une toile de cinéma. Et du coup, tu ne peux pas rendre cette créature autrement qu'avec des effets spéciaux, donc il y a quelque chose de très intéressant au niveau du travail des effets spéciaux en général, des trucages, et cette idée que le cinéma peut exister grâce au sacrifice de toutes ces petites mains en fait, qui littéralement s'en prennent plein la gueule, qui se font chier dessus par un vaisseau, par un extraterrestre tout le bordel, ou avec le cinématographeur, le directeur de la photographie, qui finit par mourir pour le plan ultime quoi, alors que je crois que lui-même avait dit que c'était idiot cette idée de mourir pour le plan ultime, un truc dans ce genre-là, et il le fait juste après. Et donc quelque part tu te dis ouais il y a ce côté les sacrifices de toutes les équipes qui sont nécessaires pour réaliser un effet spécial qui fonctionne bien et qui marche, etc., quoi. Et peut-être aussi une notion de danger des effets spéciaux, peut-être le danger que les effets spéciaux prennent le pas par rapport au film, parce que c'est quand même le premier blockbuster de Jordan Peele. Et en un sens, je vois une autre interprétation encore que le cinéma et les métiers invisibles du cinéma.
t'as l'impression que l'histoire du film elle-même, c'est Jordan Peele qui apprend à dompter le cinéma effets spéciaux et le cinéma blockbuster en fait. T'as un peu l'impression que c'est ça, t'as l'impression que O.J. c'est une projection de Jordan Peele qui essaye d'apprendre à maîtriser les effets spéciaux et qui essaye du coup d'apprendre que les effets spéciaux, faut pas en abuser, faut pas essayer de les utiliser trop, faut pas essayer de les forcer sur certaines heures et avec tout le côté crunch qu'on dénonce maintenant avec le Marvel et la façon qu'ont les productions en général maintenant de tout remettre sur le dos des effets spéciaux. Si on n'arrive pas à tourner ça, de toute façon ce sera les effets spéciaux qui le feront et vraiment les effets spéciaux ils sont vous êtes gentils mais s'il faut qu'on fasse tout, faites des films d'animation et faites-nous pas chier quoi. Et le fait du coup de devoir respecter les effets spéciaux, d'apprendre à les dompter pour réussir à faire un film qui marque et qui soit prenant quoi. Moi j'ai fini par voir ça par exemple comme interprétation globale du film dans laquelle ensuite tu peux ranger toutes les allusions au truc du spectacle etc quoi. Je trouve que c'est une interprétation qui passe pas mal aussi. Il y en a une autre qui est liée au spectacle également. Alors oui, du coup, le cinéma, est-ce qu'on peut dire, parce que j'essaye de voir si on peut tout faire tenir dans ces trucs, la religion, encore une fois, est-ce que, effectivement, il y a certaines personnes pour qui le cinéma est une forme de religion, quoi. Par exemple, moi, le seul truc auquel je crois, c'est le cinéma. Je crois à toutes les fictions qu'on me raconte, pas au sens où je les crois, mais c'est en ça que j'ai envie de mettre mon espoir et tout le bordel, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me parle. Et donc on pourrait dire qu'il y a une notion de divin. Il y a le fait par exemple que le réalisateur est considéré comme un dieu, presque, dans un film. C'est parce que c'est le réalisateur qui crée. Si le réalisateur n'a pas l'image en tête, si le réalisateur n'a pas de lieu en tête, t'as rien en fait. Ou t'as quelque chose de disparate par exemple. Disons que le script existe parce qu'un scénariste l'a écrit, tu files le script à toutes les équipes techniques, chacune va bosser de son côté et faire son truc, mais quand tu vas tout mélanger, ça va pas forcément concorder entre les différents trucs et ça va pas forcément bien marcher quoi. Il faut que t'aies une tête, un guide, une ligne directrice, un chef de bord, un capitaine qui permettent de diriger tout ce vaisseau vers là où il faut qu'il aille quoi. Donc je vois aussi ça comme une théorie qui marche bien quoi, des professionnels de cinéma qui nous parlent des différents métiers du cinéma, des petites mains qui créent le film, peut-être en métaphore générale de Jordan Peele qui apprend à maîtriser le cinéma de blockbuster. Mais il y a une autre interprétation qui est revenue très très souvent et qui elle aussi marche plutôt pas mal, je pense même que c'est une de celles où on peut faire coller le plus d'éléments du film. C'est le film en tant que métaphore globale de la société du spectacle. Alors c'est un truc que je gère pas des masses non plus, parce que c'est de la théorie, c'est une évolution de la théorie marxiste, c'est une analyse par rapport aux défauts du capitalisme, le truc dans ce genre-là. Si je peux le résumer, c'est en gros toute la société devient marchandise et tout est propre à spectacle en fait. Je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer le truc le plus simplement possible, parce que quand j'essaye de voir des explications des machins dans ce genre-là, ça part toujours dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui marche pas trop mal là-dedans également. Tu vois que y a une notion d'avoir envie notamment d'être célèbre, passer chez Oprah, comme je le dis encore une fois, il repasse tout le temps chez Oprah, etc. À quel point est-ce que le personnage de Keke Palmer se vend sur tous les domaines, dans tout ce qu'elle peut faire, etc. C'est genre le moindre petit talent qu'elle peut avoir, danser, chanter, etc. Elle va essayer de l'exploiter pour essayer de se vendre. Avec le personnage de O.J. qui est intéressant parce que lui, il a l'exact opposé de ça. Lui, il est très solitaire, il veut rester dans son coin, il en a rien à foutre d'être célèbre, etc., etc. Il est plus marqué par des choses qui ont du sens plus intime. Par exemple, le rapport à la famille avec le ranch de son père qui essaye de faire continuer, ce qu'il symbolise pour l'histoire afro-américaine, etc., etc. Donc tu vois que lui, par exemple, a une mentalité qui est très différente par rapport à cette idée de société du spectacle, quoi. On a quasi que des personnages qui veulent être un peu au centre de l'attention. Même le Angel qui se rejoint ensuite à l'équipe, c'est très sympathique à lui de veiller sur tout le monde, mais t'as aussi un peu l'impression que j'ai vu un truc qui a l'air intéressant et j'ai envie d'en faire partie, quoi. Il y a aussi un peu cet attrait du spectacle, d'être une personnalité publique, d'être connu, d'être vu, etc. Peut-être que ça pourrait aussi être un truc qui l'attire, peut-être que c'est un personnage qui est plus je m'en foutiste, un peu à la O.J., mais il me semble qu'il y a un truc qui est plutôt intéressant là-dedans, et dans le fait simplement que ce soit un mec qui travaille dans un immense hypermarché, un truc gigantesque, etc., qui est un peu l'incarnation de la consommation en elle-même, quoi. C'est la société de consommation en général. Et il y a surtout le fait que beaucoup de ces personnages essaient d'exploiter leur malheur.
parce que ils essaient d'être connus, de passer chez Oprah et de faire de l'argent avec une photo d'un ovni, etc., qui a quand même tué leur père, à la base, pour ce qui est de O.J. et de sa sœur. Et on a également le personnage du coup joué par Steve Yeun, qui lui, effectivement, a beaucoup de trucs de la société du spectacle, qui est lui-même un spectacle vivant. Il fait lui-même sa présentation devant son parterre, donc tous ces fauteuils rouges avec la machine à slushy derrière qui représente la machine à bonbons, la salle de cinéma, tout le bordel. Il se donne en spectacle, quoi. Et justement, c'est du cinéma sans écran au final, donc il y a encore ce côté un petit peu plus ridicule au final du truc, quoi. Mais parce que tu vois qu'il essaye de reproduire une salle de cinéma, mais que c'est un peu différent aussi. Ça fait pas arène. Les arènes ont des, enfin bon, bref. Il essaye donc d'exploiter les malheurs de sa vie avec l'histoire de Gordy, qu'il célèbre, pour laquelle il a toute une espèce de caverne secrète dans laquelle il a tout mis sous cloche de verre avec toute une belle présentation, quoi. Et comme il dit, il y a certaines personnes qui ont le droit de payer un peu plus pour accéder à ce truc-là. Et puis il invite l'actrice qui s'est fait bouffer les lèvres, mais qui a survécu quand même à l'assaut de Gordy, pour la première de son spectacle avec Jean Jacket, l'OVNI. Donc il y a aussi ce côté, on l'exploite un petit peu. En plus, il fait exprès de bien dire qu'elle est là dans l'audience. Limite, prenez-la en photo, mesdames et messieurs. Ça me rappelle la cité de la peur. Bon, j'ai également rajouté, bien entendu, la liste des victimes du tueur, pas celui du film, celui du festival, dont les veuves sont ici à votre disposition. Il y a un peu ça, quoi. Effectivement, il y a ce gros côté exploitation de ton propre malheur pour essayer d'en faire du spectacle, pour essayer d'en tirer quelque chose. Il y a le personnage de TMZ, qui lui est à fond dans ce message-là, quoi. Alors ça peut aussi être par rapport au côté cinéma, c'est-à-dire que t'as l'impression que lui c'est l'image est le seul truc qui l'intéresse, il y a pas de réflexion derrière, c'est peut-être pour ça que du coup son casque est un gros truc réfléchissant, il veut l'image, il veut juste le truc et il réfléchit pas, il est juste con et il est machin, et il y a peut-être du coup un rapport au cinéma aussi avec ça, mais il y a TMZ, c'est l'incarnation de la télé poubelle, quoi. C'est du people à la con avec des rumeurs, des gens qui se moquent de l'apparence des autres et des trucs qui critiquent les robes de gala et les machins, enfin c'est le vide absolu, TMZ, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que sur une idée de société du spectacle, donc du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Et puis il y a Oprah, tout bêtement, quoi. C'est encore une fois les références à Oprah Winfrey, c'est même la référence à O.J. Simpson. Il y a ce côté, un événement de la vie de ce mec est devenu quelque chose, une référence commune d'une société. Et il y a tout un tas de, enfin, je crois que même lui, il en vit maintenant. Enfin, il a une chaîne Instagram ou Twitter, un truc dans ce genre-là, O.J. Et il fait des commentaires sur absolument tout dans la société parce qu'il sait très bien que, enfin, en principe, ce mec-là, en principe, il a pas le droit de s'exprimer. Et donc, les gens vont aller voir ce qu'il a à dire parce que c'est le mec qui a tué sa femme, etc. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi, O.J. Si je me souviens bien de l'histoire O.J., parce que ça commence à dater aussi un petit peu maintenant. Le problème que j'ai avec l'idée de société du spectacle, c'est, étonnamment, on n'en parle pas des masses non plus. Il n'y a pas de personnage qui se filme constamment pour être sur son TikTok ou son machin. Le personnage de Keke Palmer aurait pu complètement faire ça, par exemple, et j'ai pas l'impression qu'elle parle particulièrement de ce truc-là. Peut-être qu'Angel en parle un petit peu, mais pas des masses non plus. On pourrait faire rentrer la religion dans cette idée-là aussi, avec le côté, du coup, la célébrité, notre nouvelle religion, ou l'argent, la consommation est notre nouvelle religion, etc., etc. Et en plus, du coup, consommation en tant que religion, avec un personnage qui s'appelle Angel et qui travaille dans un magasin. Ça pourrait coller aussi, mais je dis pourquoi spécifiquement est-ce que tout le film tourne autour du cinéma et présente des techniciens du cinéma si on veut parler de la société du spectacle en général. Est-ce que le cinéma est du coup la métaphore ultime du spectacle, parce qu'il y a plusieurs formes d'art qui sont un peu présentes du coup dans ce film. Et du coup moi j'étais parti peut-être sur une autre idée encore, un petit peu inspirée par la société du spectacle, mais par la notion de spectacle plus que société du spectacle, qui est plus une notion liée à l'économie, plus vraiment sur la forme du spectacle. T'as l'impression qu'il y a aussi une forme de conflit entre les différentes formes de spectacle en fait. Est-ce que ce film n'est pas une métaphore du conflit entre différentes formes de spectacle? Le spectacle vivant, avec du coup les performances que fait le personnage de Steven Yeun, le spectacle à la télévision, le spectacle au cinéma, un petit peu de spectacle sur internet, un petit peu le spectacle de la télé-réalité aussi. Parce que toutes ces caméras de sécurité qui sont installées pour les filmer en H24, en train de faire au final, et au final en train de ne rien capter, il y a un petit côté métaphore de la télé-réalité également dans ce truc-là, qui pourrait pour le coup être inclus dans la notion de société du spectacle. Mais effectivement, ce fait d'installer 36 000 caméras de surveillance avec ces images typiques de vision nocturne, avec le truc un petit peu vert ou un petit peu gris, et où se passe rien au final, filmer un vide absolu, quoi, avec juste un insecte qui arrive devant l'image. Quelque part, il y a peut-être une métaphore aussi de la télé-réalité là-dedans, et donc plus qu'une métaphore de la société du spectacle, peut-être une métaphore du conflit entre les différentes formes de spectacle. Peut-être. Voilà, je suis revenu vite fait là sur toutes les autres propositions qu'on m'avait faites pour Nope.
Et au final, j'ai l'impression, là je vous en ai fait 3 grosso modo, hein, c'est donc l'exploitation, ou la société du spectacle, ou une métaphore du cinéma et de ses petites mains, de ses sous-métiers. Et j'ai l'impression que les 3 pourraient complètement fonctionner aussi bien en tant que périphérie, enfin métaphore périphérique à l'histoire, que métaphore centrale de l'histoire. Et au bout d'un moment, tu sais plus trop finalement de quoi on parle en fait. Si on fait un truc sur la société du spectacle, est-ce que c'est vraiment pertinent de parler à ce point-là des petites mains et des jobs obscurs du cinéma, quoi, des gens qui sont cachés dans le milieu du cinéma presque. Est-ce que c'est lié à la société du spectacle ? J'en suis pas sûr, quoi. Est-ce que les gens qui vont travailler justement dans les petits métiers, dans les artisanats du cinéma, ils vont en se disant qu'ils vont être célèbres, qu'ils vont être connus, qu'ils vont être machin, enfin je suis pas sûr, quoi. Peut-être voir leur travail dans quelque chose de connu, mais je suis pas sûr que ce soit la même chose que la société du spectacle. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui sont parfois... J'ai l'impression que toutes ces idées collent et en même temps aucune colle. C'est un truc qui est très compliqué, mais j'ai peut-être trouvé un truc. Parce que c'est vraiment l'idée quand tu veux essayer d'analyser un film, il faut essayer de trouver la notion sur laquelle tu peux tout réunir en fait. Et j'ai l'impression, avec tout ce que je viens de faire là, donc le traitement des Afro-Américains, l'exploitation des Noirs, Blaxploitation, la question de société du spectacle, et de vendre sa vie, et de vendre son malheur, et de vouloir de l'aspect marchandise, de tout, etc., etc. Et le côté cinéma et VFX et les petits métiers du cinéma, il y a peut-être un truc qui réunirait les 3. Le respect. J'ai l'impression que c'est un film sur le manque de respect, en général. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui unit tout le truc, quoi. Manquer de respect au ranch des Haywood, qui a pas forcément eu de très bons boulots, qui a pas eu même le roi Scorpion, donc on leur a refusé le truc. Pas vraiment respecter les accords qu'on passe, parce que le personnage de Steven Yeun qui rachète les chevaux de Daniel Kaluuya, qui lui dit qu'il pourra les racheter ensuite, alors qu'en vérité il les donne à bouffer à Jean Jacket, et donc forcément il va pas pouvoir récupérer ses chevaux. Donc il y a un manque de respect des gens, enfin de tes collègues, des gens avec qui tu travailles, le respect de son art pour le directeur de la photographie, le respect familial entre frères et sœurs, qui est aussi une notion qui est développée. Le père avait mal respecté sa fille, par exemple, parce qu'il lui avait dit tu pourras dresser ce cheval-là quand tu auras le bon âge, et finalement quand elle a atteint le bon âge, le cheval était sur un autre tournage et il l'a pas fait venir avec elle. Il s'est occupé du cheval lui-même, etc. Donc il y a aussi une question de respect par rapport aux membres de sa famille, une notion de respect ou d'irrespect par rapport au fait de vouloir filmer l'OVNI alors qu'il a tué leur père, le respect qu'il montre au vendeur, justement, à Angel. La première fois qu'il le rencontre, c'est non, tu nous fais chier le vendeur, on n'a pas envie de tes trucs, on n'a pas envie de tes offres, on n'a pas envie de tes machins, et justement lui derrière fait ah bon, t'as pas envie que j'installe tes 17 caméras pour les relier à un système de sécurité central qui peut accéder à toutes les... Enfin voilà, quoi, il y a tout un tas de trucs comme ça. Le respect du coup envers les animaux, envers Gordy, envers les chevaux, envers Jean Jacket, l'OVNI. J'ai l'impression que, effectivement, le thème global qui pourrait récupérer toutes les données de tout ce qui est inclus dans Nope, ça pourrait être tout simplement le respect. Est-ce que ce serait pas ça le thème de Nope par rapport à tous les autres thèmes que tout le monde amène en disant ça c'est sûr, etc. Même moi du coup qui ai eu ce défaut, est-ce que finalement ce serait pas ça le truc? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça va être le principe de cette vidéo. J'ai récupéré maintenant un peu toutes les théories que j'ai vues arriver dans les commentaires et que j'ai pu voir par exemple dans les critiques de certains autres critiques et certains collègues. Donc moi c'est ce que j'ai réuni pour vous. Maintenant qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît mieux marcher qu'une autre? Est-ce qu'il y en a une qui vous semble réunir absolument tous les aspects le singe, le cheval, OJ, la nana avec les lèvres bouffées, Oprah Winfrey, la religion, etc., etc. Est-ce que vous voyez un truc qui marche, qui réunirait tout ou pas? C'est à vous de voir. Dans la notion de respect, du coup, l'admiration par rapport à Oprah, par exemple, aussi le respect qu'on doit à une personne, notamment entre Afro-Américains, à une personne qui a réussi ou un truc dans ce genre-là. Enfin, il y a quelque chose qui peut être parlant là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Voilà, c'est la vidéo pour dire honnêtement, je pense que c'est bien, au bout de 10 ans en plus, de rappeler que j'ai pas toutes les réponses. Effectivement, il y a des fois où je comprends pas un truc et où je me plante et où je passe un peu à côté du truc. Je me dis que ça peut être intéressant justement de faire un petit aveu d'échec et voir avec vous où est-ce qu'on peut amener ça, quoi. Est-ce qu'on peut trouver le véritable sens de Nope? J'ai l'impression qu'il y a une notion de respect où, si vous me demandez moi personnellement, je suis vachement orienté sur le côté cinéma et métier caché du cinéma. Mais typiquement dans ça, Oprah Winfrey, qu'est-ce que ça vient foutre dedans? La religion, qu'est-ce que ça vient foutre dedans? Est-ce que tu peux considérer le cinéma comme ta religion? Mais c'est un peu compliqué, tiré par les cheveux.
Et puis bien entendu, il y a aussi la possibilité que ce soit un truc qui me parle pas du tout, quoi, par exemple. Est-ce que Jordan Peele est quelqu'un de religieux? Est-ce que c'est une métaphore religieuse en général? Est-ce qu'il faudrait prendre tout par rapport au rapport à une divinité ou à une religion, un truc dans ce genre-là? C'est possible aussi, par exemple. Donc voilà. Je vous laisse débattre avec moi dans les commentaires, entre vous également. À votre avis, c'est quoi le véritable sens de Nope? Et justement, par exemple, dans cette notion de respect, Nope, il peut y avoir ça aussi dans le respect en général dans un film d'horreur. Je dis que j'ai fini, je repars sur un truc. Dans un film d'horreur, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de films d'horreur où les personnages se respectent pas entre eux et respectent pas le côté horreur horrifique en fait. Que ce soit les morts, les cimetières, les trucs dans ce genre-là, les dieux, tout ce qui s'ensuit, ou les démons par exemple. Du coup, le Nope a cette notion de respect aussi, quoi. Quand t'as le personnage de Daniel Kaluuya qui va sortir et qui voit qu'il y a l'OVNI qui est juste au-dessus de lui, qui est en train de bloquer la pluie, etc. Et qui, au lieu de faire ce qu'aurait fait un blanc dans un film, c'est-à-dire, bon, bah, je vais essayer de sortir et de foncer vers la maison sans que le vaisseau me chope, etc., pour finir par se faire choper, j'aime bien, du coup, que lui retourne dans la voiture, ferme la porte, nope! Et je dors dans la bagnole pendant toute la nuit jusqu'à ce que le vaisseau se casse, etc. Il y a une notion, pour le coup, de respect du danger, par exemple, d'un truc dans ce genre-là. Donc peut-être que, voilà, le respect, ça me paraît être un truc qui marche bien. Le respect peut aussi avoir un rapport au religieux aussi, donc ça peut être une autre façon de voir le problème, en fait. Est-ce que tu peux voir la notion de respect et de religion comme étant un truc mélangé, par exemple. Enfin, voilà, c'est très complexe. Je terminerai quand même en disant ça. Quand Get Out et Us sont sortis, il y avait des théories très claires qui étaient sorties directement. Get Out, c'était effectivement le rapport aux minorités. Us, c'était directement le rapport entre les riches et les pauvres qui est sorti de tous les commentaires, de toutes les discussions. C'était assez évident. Pour Nope, j'ai l'impression que personne n'est d'accord. Donc, il y a quand même quelque chose qui me semble mal foutu dans Nope. Trop de métaphores, tue la métaphore, peut-être. Pas assez clair, dans le sens, il y a quelque chose qui va pas, mais je pense vraiment qu'il y a un problème dans Nope, et que c'est pas juste moi qui ai mal compris parce que je suis un débile ou un truc dans ce genre-là, je pense vraiment pour ce film-là, il y a un petit souci et que il y a trop de trucs qu'il avait envie de dire en même temps. Typiquement, un truc, encore une fois, j'essaie de fermer, mais l'arrêt de moto façon Akira, quoi, ça vient foutre quoi là-dedans? Et ben, j'ai appris récemment que quand ils ont parlé de faire une adaptation d'Akira, parce que ça fait des années que Hollywood parle d'adapter Akira en film, apparemment, pendant un moment, ils ont considéré Jordan Peele. Donc, quand tu fais le mouvement de la moto de Akira dans ce film, après avoir refusé le projet Akira, ça peut vouloir dire quelque chose, effectivement, sur le cinéma, sur ta vision du cinéma de blockbuster et de VFX, ça peut vouloir dire quelque chose sur la société du spectacle, ça peut vouloir dire quelque chose sur le respect de l'œuvre originale, ou pas, ça peut avoir plein de sens, encore une fois, mais du coup, tu fais... encore un sens qui vient un peu parasiter tout le truc, quoi. Tu fais une référence à Akira dans le truc. En plus, si tu sais pas que dans son histoire, il a failli travailler sur une adaptation d'Akira, moi, enfin, personnellement, je l'avais jamais vu passer ce truc-là, parce que j'ai vu passer beaucoup de trucs sur le projet Akira, donc peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai un peu fermé aussi mon esprit au truc, mais j'avais jamais entendu parler de cette histoire de Jordan Peele et d'Akira, quoi. Donc du coup, effectivement, cette référence-là, tu te dis, bah, c'est particulier. Il y a aussi, il y a beaucoup de références à Hollywood, le fait, je fais un film pour moi et un film pour eux, dans ce genre-là. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui te dirigent aussi vers Hollywood, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui te dirigent vers autre chose. Donc, je pense vraiment que c'est un bordel, ce Nope. Et je corrigerais peut-être du coup quand même la critique que j'ai fait à l'époque. J'avais dit, c'est un film que je reverrai, mais je pense que je l'aime pas. J'ai un problème avec Nope. C'est plus que je ne l'aime pas. J'ai un problème avec Nope. Mais je pense quand même que c'est un film que j'aime. C'est un film que j'ai apprécié de voir en salle, je me suis pas fait chier en salle, et j'ai trouvé que les images étaient très impressionnantes dès qu'il avait envie de devenir impressionnant. Donc du coup, j'ai un truc sur un cil ou je sais pas trop quoi, j'espère que ça vous a pas dérangé pendant la vidéo. Donc voilà. Ça me semble un peu bordélique quand même. Aidez-moi, dites-moi si vous voyez vous-même le sens parmi tout ce que je viens de vous mettre là, ou si vous en voyez encore un autre. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!